Bonsoir à tous, bienvenue dans 3 histoires. Alors dans 3 histoires, le but qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est dans le nom, c'est 3 histoires racontées par 3 copains. Je suis avec Nicolas, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je suis également avec Thibaut, bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et moi-même, évidemment, Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir, oui. Bonsoir Julien. Pour host cette petite émission. Alors, on va commencer par l'histoire de la légende urbaine. Le thème légende urbaine préparé par Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, Nicolas? Ok, donc ce que j'entends par légendes urbaines, c'est les légendes de la région, de la France, etc. Et du coup, j'ai voulu mêler un petit peu des histoires que j'ai vraiment vécues, ou que j'ai vraiment vues. Alors, faut savoir qu'il y a longtemps, je faisais beaucoup de vélo. Un peu Ok. con, hein, pas du vélo de course, vraiment VTT, tu vois. Ouais. Non, putain. VTT, Ouais, c'est pas grave, tu vois. ouais, t'as le droit de dire. Je faisais du VTT et Ok. j'allais dans des lieux ultra éloignés, tu vois. Mais en VTT, c'était l'enfer. Mm. J'ai fait Rotterdam comme ça, etc. Et j'avais besoin d'excuses pour en faire, tu vois. Genre, et du coup, je regardais un peu dans la région ce qu'il y avait et je suis tombé sur une légende qui se trouve pas loin d'Arras, qui s'appelle la légende des 7 bonnettes. Vous connaissez Ok. ça? Non, du tout. Je connais pas du tout. Ok, c'est intéressant. Vous allez voir. Ok. Alors, imaginez au milieu de champs, au sommet d'un tertre. Alors un tertre, si vous savez pas ce que c'est juste une petite colline de merde, tu vois. Ok, Genre, ça c'est un peu plat. Ça fait 5-6 mètres de haut, pas plus, tu vois. ok. Mais dans un champ plat, tu vois que ça. Et bah, imagine 7 pierres en rond, comme ça, et une pierre au milieu, mais qui ont l'apparence et la hauteur d'une petite fille, tu vois. Ok. Celle du milieu. Alors, celle du milieu a la même forme que les autres, mais tout autour, c'est comme s'il y avait 6 filles et quelqu'un au milieu qui faisait quelque chose. Ok. Ok. Ambiance. J'écris la petite histoire par rapport à ça. Je vais vous raconter la légende à côté de ce village, etc., qui serait la raison pour laquelle il y a ces pierres qui sont là et qui traînent depuis longtemps. Alors, monsieur le curé les avait prévenus. Manquer les vêpres du dimanche, donc l'église, pour aller danser finirait par leur attirer les foudres du ciel. En gros, ce qui se passait, c'est que tous les dimanches, 6 filles et un violoniste allaient, au lieu d'aller à l'église, sur ce tertre et dansaient autour du violoniste qui jouait de la musique. Le prêtre les avait prévenus. Il faut savoir que dans cette région, il y a beaucoup de pierres. Il y a par exemple la pierre du diable ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs qui ont un rapport avec soit le christianisme, soit des malédictions qui arriveraient aux gens qui sont pas assez pratiquants. Et en gros, il y a 2 versions qui tournent autour. C'est la première serait que les filles se soient transformées en pierre d'un coup, un châtiment suprême, soit qu'elles aient disparu d'un coup, rentrées dans le sol, et que les pierres étaient érigées en leur honneur. Outre cette histoire, que savons-nous réellement de ces pierres? Bonne question. Concrètement. Déjà, on peut dire qu'elles sont plus petites qu'avant, parce que pendant la Première Guerre mondiale, des Allemands ont utilisé le tertre comme avant-poste, un peu pour mettre du matos, etc., pour avoir une vue d'ensemble autour. Ah oui, Donc donc ils ont ça vachement peut- abîmé, et ça s'est un peu affaissé. Donc c'est des pierres qui datent vraiment d'il y a longtemps. Oui, c'est vraiment, ça date Moyen-Âge, tu vois. Ok. Et il y a le fait qu'il manque 2 pierres. Enfin, il manque une fille qui serait tombée, qui est tombée de la colline, qu'on voit au loin. Mhm. Et il y a le violoniste au milieu, qui aurait été enlevé, et on ne sait pas par qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. C'est juste la pierre n'est plus là. Du coup, là, concrètement, maintenant, si on va voir le lieu, là. Et je l'ai vu, en gros, t'as 6 pierres, Et rien au milieu, du coup. rien au milieu, et t'as 6 pierres. Ok, Mais on sait que la pierre du milieu a existé. d'accord. Il y avait des écrits là-dessus. Les fouilles entreprises en 1877 sont instructives. La terre mise à jour est sablonneuse. Et c'est un mélange de cendres et de débris de charbon. On trouve également des ossements humains, dont un crâne, des fragments de poterie, des outils, des armes en silex, etc. Et en gros, on pense que du coup, ce tertre sera l'origine d'un tumulus. C'est une sorte de...
d'endroits où on trouve beaucoup de sépultures du néolithique, etc., avec des galeries ou des trucs comme ça. Clairement. Et par contre, on sait avec des recherches que les pierres peuvent pas dater du néolithique, etc. Ouais. Juste en datant les différents, la terre, la pierre, etc. Ils ont réussi à comprendre que ça venait d'après. Donc c'est vraiment cette histoire du village à côté d'Arras. Ah, du coup, il y avait les ossements et tout le bazar avant qu'il y ait les pierres. Oui, en gros, les pierres sont rajoutées derrière. Ok, ouais. Hmm. T'as le truc de l'histoire, Ouais, des petites filles, du coup. effectivement. D'ailleurs, les 7 bonnettes, bonnette, ça veut dire vilaine fille. Ah, Ça, c'est pour ok. la culture. En patois Ok. du Nord. Hein. Pour la culture, pour... Ah, pour le coup, ça, je ne savais pas. Non, non plus. Ok. Alors, il y a 3 théories Mhm. par rapport à ce lieu en plus qui entourent l'utilité de ces pierres. Parce que si c'est pas ce châtiment, c'est sûrement autre chose. Hmm. Alors, la première, c'est que ce serait un lieu de jugement. Ok. En Allemagne, on trouve on trouve quelques villages où il y a des pierres comme ça, autour, quelqu'un qui se fait juger au milieu, et les juges qui sont assis sur les pierres. Et du coup, ça peut être une théorie, même si ça se fait qu'en Allemagne, et que là, on est dans le nord de la France. Mais ça ressemble beaucoup. Visuellement, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a une autre théorie, qui voudrait que ce soit un lieu d'alerte, où en gros, et ça a été prouvé que ça a été utilisé quand même, où en gros, pendant un moment, c'était un endroit de signal de feu. Tu vois, comme dans Lucky Luke, quand les Indiens, ils se font des signaux de feu, Ah, pour ok, dire ok, quelque chose, d'accord. ça aurait été des signaux de feu, ça aurait été un lieu d'alerte, parce que tu pouvais le voir très largement dans la région. Ah oui, ok. Donc s'il y avait un envahissement, etc., t'allumais et c'était réglé. Ça explique le fait que ce soit sur une petite colline aussi, du coup. Oui, Mm. c'est justement l'emplacement stratégique, c'est pour ça que les Allemands s'y sont postés avant. Et la dernière, et la plus mystérieuse, c'est que, comme je l'ai dit dans la région, il y a beaucoup de points mystérieux aux alentours. Par exemple, il y a un endroit qui s'appelle la cuisine des sorcières, qui est dans une forêt, ou la pierre du diable, etc. Et ils voudraient que chaque bonnette pointe vers un de ces endroits. Pile poil. Ok. Voilà, c'était l'histoire des 7 bonnettes. Ok. Ça me va. Très, très, très bonne histoire. Ouais. Et maintenant, bah, à Thibaut. Ouais. Eh ben, moi, c'est pas du tout dans le coin. On prend un avion, direction. On prend On prend un train ou un avion? Bah, un avion. Un avion, ah oui, d'accord. Un avion. On va un peu plus On loin. prend un avion, direction New York. Ok, On c'est à va côté. exactement à Staten Island, Ok. à New York. On va faire un bond dans le temps, les années 70. Et je vais vous parler d'une petite légende urbaine qui s'est passée dans cette ville. Il y avait des rumeurs qui traînaient dans le quartier de Staten Island sur un certain Cropsey. Ces rumeurs, on peut les apparenter un peu aux rumeurs qui tournent autour du croque-mitaine, du boogeyman, qui serait un tueur muni d'un crochet. Ok? Un pirate. Souviens-toi. Voilà, c'est pirate. Le pirate. Michael Myers avec un Ouais. bandana. c'est Capitaine Crochet, vraiment, c'est... Let's go. Ce que raconte cette légende, c'est que Cropsey, il se serait échappé d'un institut psychiatrique et il rôderait dans des tunnels qui seraient situés sous l'ancien Seaview Hospital. Ok, c'est un hôpital qui est complètement abandonné, il y aurait des tunnels en dessous, et il vagabonderait en dessous, muni de son crochet, il attendrait des gens, tout ça, tout ça. J'adore. Il sortirait la nuit, il attraperait des enfants et il les ramènerait dans le tunnel pour les tuer. Il y a même un film qui a été fait sur la base de cette rumeur qui s'appelle The Burning, qui a été réalisé par Tommy Maylam en 81, qui est un slasher. Et c'est basé sur cette légende, même s'il modifie 2-3 trucs, parce que pour le coup, là, Cropsey, c'est un gardien de camp de vacances, donc il n'est pas du tout à Staten Ouais, Island. non, ouais. Il a pris quand même pas mal de liberté, mais c'est intéressant de savoir que cette légende, elle a eu quand même un impact sur le cinéma, puisqu'il y a un film qui a été fait là-dessus. Cropsey, il a été défiguré à cause d'une mauvaise blague. Il a été à moitié brûlé. Et dans le film, il revient pour se venger, sauf que c'est pas avec un crochet, c'est avec des immenses cisailles. Et en gros, voilà, c'est un slasher classique. Excuse-moi. Ouais. Mais c'est Kane et Undertaker l'histoire. C'est un peu ça, oui, connais c'est l'histoire. vraiment un peu ça. C'est Jason aussi. Et si je vous disais que cette rumeur, c'était pas vraiment une rumeur, puisqu'elle a vraiment eu lieu. En fait, on est à Willowbrook State School.
C'était une sorte d'école internat. Ils internaient des enfants qui avaient des problèmes de santé mentaux. Willowbrook State School, il y a eu des immenses scandales parce qu'ils torturaient des enfants, il y avait des mauvais traitements de malades, il y avait des abus sexuels. Il y a même eu ce qui a été reconnu comme l'une des pires expériences médicales sur des enfants qui a été faite, puisque au nom de la médecine, ils injectaient à des enfants qui allaient très bien le virus de l'hépatite pour pouvoir faire des tests sur des potentiels moyens de le soigner, sauf que la plupart des temps, ça marchait pas, et les enfants finissaient juste malades avec l'hépatite. Génial. Ok. Génial. Ils ont fait pareil avec Génial, je suis pas sûr. Non, mais- Ils ont fait pareil avec le Covid. J'ai pas raison, les gars. Hashtag complot. Génial, je sais pas, mais en tout cas, le public n'avait aucune connaissance de ces choses-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que les enfants, la plupart du temps, c'était des enfants qui étaient abandonnés par leurs parents. Et donc, qui finissaient internés ici, et il n'y avait pas vraiment de retour avec ce qui se passait entre l'intérieur et l'extérieur. En 72, t'as un article qui a été publié sur cette école, et il y a des scandales qui commencent à éclater. Et elle finira par fermer qu'en 87, donc elle a été ouverte pas mal de temps depuis le premier article. En tout cas, là-bas, il y a un mec qui s'appelait André Rand, qui était l'ancien concierge de cette école, qui a été arrêté pour une affaire de disparition, celle de Jennifer Schweiger, une jeune fille de 12 ans qui était atteinte de trisomie 21. À l'époque, quand il était concierge, il vivait sur le campus. Il s'était fait, il était SDF, donc il s'était fait un petit truc pour vivre tranquille. Et il vivait sur le campus, et donc c'était tout près de l'ancien hôpital, Seaview Hospital, dont je vous parlais juste avant. Le corps de Jennifer, il a été retrouvé enterré près du campement de fortune d'André. Et faut savoir que c'était pas son premier passif dans les crimes qui incluaient des enfants. Il y a eu des agressions sexuelles, il a kidnappé un bus entier d'enfants. Il a été... Comment il peut être concierge? Je sais pas, je pose des questions. C'est la seconde chance américaine. Ouais, Je pose des questions, mais en tout Oui, cas, oui, il a été concierge, il a kidnappé un bus d'enfants entier. Il a été suspecté dans 4 autres disparitions, et presque à chaque fois, ça a été la dernière personne qui a été vue avec les enfants. Un champion. Et flic aussi des champions. Tous ces corps, ils n'ont pas été retrouvés. Par manque de preuves sur l'affaire de Jennifer, il a écopé de 25 ans pour kidnapping. Il n'a pas été prouvé que c'est lui qui a tué. Mais ensuite, avec les années qui évoluent et les technologies qui ont évolué, ils ont pu prouver il a écopé à nouveau de 25 ans de réclusion criminelle. Et donc il a fini en prison. Et donc voilà, c'était l'affaire de Cropsey de Staten Island, qui était une rumeur, mais pas vraiment une rumeur, puisque des choses se sont bien passées dans le coin, à Willowbrook State School, avec André Rand, qui a malheureusement assassiné pas mal de monde. Mais qui n'avait pas de crochet. Putain, mais, Il n'avait pas de c'est- crochet. Chambé l'histoire. Donc oui, merci Thibaut hein, pour cette histoire. Je vais me lancer sur mon histoire. Alors mon histoire, c'est un fait divers qui se déroule au XVIIIe siècle, dans ma ville natale, du fin fond de l'Aisne, Hirson. On connaît bien. Hirson, à la frontière belge, nord de l'Aisne. Donc ça vient d'un livre avec pas mal d'histoires de ma région, écrit par un mec que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est très mal écrit, donc j'ai essayé d'adapter un petit peu à ma sauce pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Laissez-moi vous raconter la dramatique histoire des 2 notaires de Saint-Michel en Thiérache. Ok. Le titre en impose. je veux Ouais, dire, j'avoue parce que le titre... Tout commence le 15 avril 1705. Claude Brûlé. Ce personnage-là, c'est un notaire royal, originaire de Saint-Michel en Thiérache, le bourg vraiment collé à côté d'Hirson. Hein. Entre les 2 centres des 2 villes, il y a 4 km. Donc vraiment, c'est collé. Pendant les 3 semaines qui ont précédé l'histoire, il s'était pas arrêté de dracher non-stop. Ça arrive souvent à Hirson, on connaît bien. De pleuvoir pour les gens qui sont pas du Nord. Ce 15 avril 1707, il avait arrêté de pleuvoir. Bon, miracle. Ok, le sol c'était de la boue, mais on s'en fiche, ça allait empêcher personne de vivre. Et ça tombe bien, puisqu'à ce moment-là, à Hirson, il y avait ce qu'on appelle la fête du printemps, la grande foire du printemps. Donc juste après la fête de Pâques. Donc qui dit fête, qui dit foire, dit Ducasse, plein de commerçants, des artistes, pardon. Bref, la grosse fête. Dans le langage courant, à l'époque, on disait qu'on se décarémait.
Donc ça veut dire que juste après avoir fait le carême, c'est-à-dire un seul Ah. repas par jour, Ah, ok. J'avais pas l'histoire, je pensais à du caramel. non, c'est des carèmes, ça veut dire que bah, On en mange trop, on arrête. c'est fini, on arrête, on se décarême. Non, du coup, pendant le carême, on mange pas de viande, on mange un seul repas par jour et on est abstinent. On est étudiant, quoi. Ouais, en gros, c'est la vie des étudiants, quoi. On se lance dans la vie Force active aux étudiants. Oui, force aux étudiants. Et bah là, du coup, à ce moment-là, à la foire du printemps, on se lâchait beaucoup sur tout ce qui était interdit juste avant. Ce jour-là, notre ami Claude Brûlé se rend à Hirson. Justement, pour se décarémer en toute joie, il quitte Saint-Michel à pied et arrive à Hirson à 9h, habillé dans sa meilleure veste grise avec un petit peu de dorure, tous les notaires se sapaient bien. Mais voilà. Pendant la matinée, on sait pas trop ce qu'il fait, vu que c'est un notaire royal, on sait qu'il fait un peu de commerce avec ceux qui sont sur la foire, c'est-à-dire des gens du Nord, du Hainaut, de Chimay en Belgique, sûrement qui venaient vendre de la bière, les Ardennes qui venaient vendre des chevaux, bref, il y avait du people. L'après-midi, toujours ce même jour, il est à Hirson, il se dit « Ni une ni deux, les putes. J'aimerais bien me mettre une grosse mine, j'aimerais bien me décarémer. » C'est vraiment ça. Il veut profiter Ah à oui, il veut bringuer, lui. Bah, bien sûr. Ça fait quoi? Le carême, ça dure une semaine, il en pouvait plus. Il va donc se poser à la première auberge qu'il trouve, c'est-à-dire l'auberge du Cygne à Hirson. Il se pose dans cette auberge assez prisée. Elle existe encore ou pas? Je ne crois pas. Je crois que le bâtiment existe encore, le lieu où le bâtiment était là. Mais... Ok, mais l'auberge du Cygne, c'est plus... Non, il n'y a plus d'auberge du Ok. Cygne, ou même le bar du Cygne, je crois pas. Parce que sinon on y va après. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Mais du coup, il se pose au Cygne et il tombe sur un autre collègue notaire à lui de Saint-Michel. Ce collègue, il s'appelle Pierre Fleury. Voilà, deuxième personnage. Brûlé et fleuri. C'est ça, Brûlé et Fleury. Donc les gars se connaissent bien, ils ont des caractères assez opposés, mais ils arrivent quand même à s'entendre sur une chose, vu qu'on est à Hirson, le bon vin. Donc ils mangent beaucoup, ils mangent de la viande, ils vont voir les filles à l'étage, et ils boivent. Bref, une sympathique après-midi tout à fait normale à Hirson, en fait, aujourd'hui. Merci l'alcool. Donc, alors, dans le livre, il est marqué qu'il y a plusieurs témoins qui racontent passer, aller et venir dans l'auberge tout au long de l'après-midi, et qui croisent les deux notaires complètement pétés au vin dans l'après-midi. Encore une fois, normal, on fait la fête. C'est à partir de 19h45 que Brûlé et Fleury, ils veulent bien quitter l'auberge pour rentrer chez eux. Ils sont encore bien pompettes, mais ils arrivent à repartir à Saint-Michel ensemble. Encore une fois, sur le chemin, ils croisent un autre témoin qui parle d'eux. Il dit qu'ils avaient effectivement l'air bien pompettes, mais pas ivre-mort non plus, quoi. À 21h, Brûlé arrive chez lui. Il se pose près du feu, tranquille. Quant à Fleury, on ne le revit plus jamais vivant. C'est au bout de 48 heures que les habitants de Saint-Michel commencent à se poser quelques petites questions quand même. Tu m'étonnes. Il est où le notaire, etc. Parce que oui, à l'époque, contrairement à aujourd'hui, on n'était pas habitué à ce que ça disparaisse, les gens. Encore moins un notaire royal, c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités au niveau de la ville, du bourg. Donc ça commence à être un peu chelou tout ça. On envoie alors Jean Dormé, conseiller du roi, bailli à Saint-Michel, pour enquêter sur l'affaire. Donc Jean Dormé, il arrive à Hirson le 18 avril. Comment? Comment ça il arrive? Il arrive à Hirson. Tu me dis que Jean dormait et en même temps il se déplace. Ça, c'est drôle, Nicolas. Jean Dormé, il arrive à Hirson le 18 avril et il commence tout de suite les interrogatoires. Un premier témoin lui indique un lieu-dit, la Roche-Paradis. Le témoin dit qu'il a entendu quelqu'un qui appelait à l'aide avant d'entendre quelque chose tomber dans la rivière juste à côté. Je précise, la Roche-Paradis, c'est un lieu qui existe encore, précis dans Hirson, et oui, qui existe encore. Donc bref, un second témoin indique avoir vu un homme courir sur le pont d'Hermisson, un homme habillé comme Claude Brûlé, l'été, le jour de la disparition de son compère. Le pont d'Hermisson, pareil, à Hirson, c'est un pont qui existe encore et qui n'est pas loin du lieu-dit de la Roche-Paradis. Étrange. Enfin, un troisième témoin, celui qui les avait croisés sur le chemin au retour vers Saint-Michel, qui vient faire part d'une découverte assez inquiétante, c'est le mot je pense, des énormes flaques de sang et des traces qui semblent être celles d'un homme traîné vers la rivière. Alors c'est assez embêtant parce que ça se voit bien, ça s'infiltre pas très bien dans le sol vu qu'il a plu 3 semaines non-stop avant. Donc le sol est totalement perméable, il y a des énormes taches de sang. Avec ces indices trouvés, l'enquêteur Dormé n'en doute plus une seule seconde, un meurtre a eu lieu, un cadavre manque à l'appel et le coupable est dans la nature. Question, ils sont où les deux mecs Eh ben on va essayer de voir ça. Le 21 avril, on l'aurait vu à Chimay, Monsieur Brûlé, le premier suspect. On l'aurait vu à Chimay. Brûlé a disparu aussi depuis. Brûlé a disparu.
Il s'est posé chez lui devant le feu, Ouais, parce que moi j'avais. Et Il s'est c'est posé tout. dans le feu, Après, et après, plus rien. disparu. Ok. Le 21 avril, c'est-à-dire du coup 6 jours après les événements étranges, on le voit à Chimay en train de boire des coups. Il était apparemment au courant de la disparition de son collègue puisqu'il a demandé si on l'avait retrouvé. Son projet sur l'avenir à ce moment-là, c'était d'aller boire des bières à Momigny, c'est-à-dire juste après la frontière belge, à 5 minutes, le premier village qui est. En soi, il avait absolument rien à se reprocher à ce moment-là puisqu'on n'avait pas encore retrouvé le corps de Fleury. Le 27 avril, 2 témoignages viennent s'ajouter à l'affaire. 2 gamines qui se connaissaient vraisemblablement pas, hein, qui viennent dire en gros le 15 avril, je transportais des bottes de bois à La Roche-Paradis. J'y suis passé à La Roche-Paradis et je me suis mis à saigner du nez. 2 gamines qui se connaissent Ce qui pas, explique l'énorme flaque de sang. sûrement. Parce que oui, quand on saigne du nez, on fait des énormes flaques de sang sur le sol et ça explique les traînées vers la rivière. Parce que sûrement qu'elles se sont débarrassées de leurs bottes de bois dans la rivière, les gamines. Oui, à Hirson, on n'a jamais été vraiment très fut-fut pour maquiller les potentiels crimes. Là, ça commence à être un peu cramé, quoi. Bon, enfin, tant qu'on trouve pas le corps, tout va bien. C'est ce qui arrive le 2 mai 1707, 17 jours après la disparition du corps, on retrouve Fleury dans la rivière. Retrouvé sans ses habits, après autant de temps dans l'eau, c'est normal, gonflé de partout. Alors ce qui était moins normal, c'était les contusions sur les bras, les os cassés et toutes les ecchymoses sur son visage. On était bien content de le retrouver parce que je l'ai dit plus tôt, hein, sans le corps, on ne pouvait pas inculper Brûlé. À partir de là, quand on a retrouvé le corps, ça devient un petit peu flou l'histoire. On ne sait pas ce qu'il est advenu de Brûlé. Enfin si, on est sûr qu'il a été condamné, mais la sentence, on ne sait pas si elle a été appliquée, elle figure pas dans le dossier. C'est vrai que du coup Brûlé c'est un notaire, hein, c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier gogo venu. Il a des responsabilités, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui. Mais si ça avait été un random qui avait tué Fleury, il aurait eu droit à ça, donc je vais vous citer le procès. Alors, il aurait dû être rompu vif sur la place publique. On lui devait rompre les bras, les jambes, les cuisses, les reins, successivement sur un échafaud. Puis, le placer sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y demeurer tant et si longtemps qu'il plaira à Dieu de lui conserver la vie. Wow. 1707. La classe. Une autre vision de la justice. C'est ça. Oh la vache. Donc comme défense, Brûlé raconta sa version de l'histoire. Il était revenu à Hirson finalement, et il a raconté sa version. Donc en gros, d'après lui, ils quittaient tous les 2 Hirson pour repartir vers Saint-Michel. Jusque-là, ça va. Sauf que, en chemin, avant d'atteindre le lieu-dit de la Roche-Paradis, ils ont commencé à s'embrouiller. Parce que, ils étaient, d'après lui, complètement déchenillés, pompettes, ivres-morts, et ils se sont tout simplement, ils ont commencé à s'embrouiller comme des poivreaux qui s'embrouillent sur la couleur de l'herbe. Caractère opposé, sauf quand il s'agissait de boire, c'est ça que j'ai marqué, mais on se comprend bien. Brûlé raconte qu'ils ont lutté l'un contre l'autre, hein, ils se sont pris, ils se sont fait comment c'est, au rugby là. Plaquage. Ouais, ils se sont plaqués, Des cathédrales. ouais, ils se sont battus dans la boue, ils ont fait de la lutte gréco-romaine, ils se sont frappés à coups de canne, apparemment. Et dans la bataille, vu qu'ils étaient totalement, je le rappelle d'après lui, pétés, ils ont glissé, ils sont tombés tous les 2 dans la rivière. D'après lui, ils ont fait une chute de 30 pieds dans la rivière. 30 pieds en mètres, ça fait 9 mètres. 9 mètres de chute dans l'eau. On n'est pas dans Minecraft, dans la vraie vie, l'eau ça n'annule pas les dégâts de chute. ça vous pète quelques os quand même, parce que voilà, la physique ça marche pas comme ça. Et d'après lui, il s'en est sorti. Quand il est sorti de l'eau, il était trempé évidemment, et il a pas vu Fleury. Il l'a perdu de vue. Il s'est juste dit, je vais rentrer chez moi, tranquillement, et il est revenu d'après lui à 21h, tranquille, pépouze, juste trempé. Alors, il y a quelques questions qui se posent avec ce témoignage, mais pour moi c'est des aveux en même temps. C'est que déjà, rentrer chez lui à l'heure, à 21h, comme raconté, ça marche pas, les timings marchent pas. Et puis même quand t'es notaire, t'es quelqu'un de responsable normalement un petit peu, même si t'es complètement bourré, tu t'es battu avec quelqu'un, tu vas voir l'autorité autre pour dire je me suis battu avec quelqu'un, il a disparu après la bataille, mais je pense pas l'avoir tué. Normalement c'est ce que tu fais quand t'es un petit peu responsable. Lui, il l'a pas fait, il s'est enfui en Belgique. Donc il y a de quoi se poser quelques questions. Moi ce que j'en retiens de ça, petite interprétation perso, c'est que ça ne change pas. À Hirson, il y a toujours eu des poivreaux qui se battent entre eux pour rien. Et il y a toujours eu des drames comme ça qui arrivent parce que les gens sont débiles
les gens savent pas boire et les gens sont sanguins. Aujourd'hui, ça nous paraît banal. Mais Il y a encore des notaires à Hirson? il y a encore des notaires, mais c'est plus des notaires Ok, royaux. d'accord. Il y a encore des notaires, donc je fais gaffe aux notaires quand Ouais. on passe à Hirson. Il faut changer de trottoir là. Oui, bon. J'ai peur des notaires. Et enfin, pour aujourd'hui, ça nous paraît un fait divers tout simple qui pourrait arriver au Nouvel An. C'est un drame comme un autre. À l'époque, en 1707, c'était quand même assez dégueulasse, assez violent de se battre. Alors que moi, quand je vois la punition, je me dis, la violence, ils ont l'habitude, tu vois. Ouais, genre, La tu punition, peux être coupé en deux Ouais. sur une place. Par contre, tant que Dieu petite bagarre dans la boue. et ben non, mais tant que Dieu veut que tu restes en vie ou pas. Mais je pense que c'est un peu aussi lié à leur statut social, tu vois. Oui, c'est ça. Est-ce que ça serait deux randoms complètement qui se seraient battus? des inconnus Ça serait pas du tout la même chose qu'un notaire royal. ouais, moi de ma petite interprétation, c'est juste qu'ils se sont tatanés, ils ont fini. Il y en a un qui a tué l'autre, enfin Brûlé a tué Fleury à force de juste le frapper et pas comprendre, vu qu'il était pompette, et il s'est juste dit, allez, je vais me débarrasser du corps, je vais le mettre dans la rivière juste à côté, voilà tout. Plus il en a profité vu que j'en dormais. J'en Donc son sort à Brûlé, l'hypothèse la plus probable c'est qu'il a été gracié, hein, vu que grâce à son statut, comme tu disais, il était gracié, et apparemment on avait ordre de ne pas entacher la réputation du notaire Brûlé. Voilà tout. Ok. Donc, en faisant mes recherches, j'ai cherché des dates de naissance et de mort sur internet des deux Zozo. J'ai trouvé les dates de naissance et de mort de Fleury, donc 1707, mais pour Brûlé, il n'y a pas de date de mort de marqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut te retenir de toute cette histoire? Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, c'était l'histoire des deux notaires de Saint-Michel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur toutes les plateformes où il y a des étoiles, ainsi que des commentaires sur les autres plateformes. Ouais. Ciao. Ciao.